Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur Sois sage et parle fort pour la deuxième partie de la série en 3 épisodes avec Sandrine Rouget. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille quand même de commencer par ça. Vous comprendrez mieux de quoi nous allons parler pour cet épisode. Et sur ce, très belle écoute. Eh ben, en fait, il est complexe, mon avis sur le sujet. Voilà, en bonne, neuroatypique que je suis moi-même. C'est-à-dire que je pense que le point de départ, c'est que et c'est vraiment personnel, hein, la réponse que je vais faire, c'est que, de mon point de vue, être haut potentiel ne veut pas dire que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Mm, tu as une intelligence différente. Donc oui, mm, il y a, des influx nerveux qui vont plus vite, une capacité à analyser plus rapidement, des données. Mais, dans la mesure où tu es atypique et donc différent, de la majorité des gens et qu'on évolue, en tant que mammifère quelque part, comme, des humains grégaires si tu veux, ça pose quand même question quelque part. Ça, c'est mon analyse de départ. Après le deuxième point, c'est qu'on a, l'image du surdoué qui a plus de chances que les autres et à qui tout réussit. Et clairement, c'est pas forcément le cas parce que ça va vraiment dépendre de comment il est accueilli dans son enfance, comment il est entouré par ses parents, qu'est-ce qu'il vit, comment il est accueilli et comment il trouve des amis à l'école et comment il s'épanouit. Et si il n'a pas en parallèle des troubles 10 ou un trouble des TDAH qui serait hyper compensé. Dans ces cas-là, comme on a pu en parler, tout à l'heure, on peut avoir, des dysynchronies. C'est-à-dire, on peut avoir des élèves qui vont être fulgurants en mathématiques, mais qui vont être très, très mauvais en français ou dans les matières littéraires. On peut aussi avoir des problèmes de concentration, notamment avec le TDAH, qui fait qu'ils vont pas aller au bout des choses, ou avoir du mal à formuler, leur idée, alors que si tu prenais le temps avec eux, tu comprendrais que c'est très pertinent ce qu'ils veulent te dire. Dans la mesure où la neuroatypie concerne une minorité de personnes, c'est sûr que ça, c'est ce que moi je pense. À un moment ou un autre, ces profils-là vont être amenés à côtoyer, des gens, qui sont pas concernés par un haut potentiel ou une hypersensibilité, un syndrome d'Asperger ou autre chose. Donc ça, à mon sens, ça reste souhaitable d'une manière ou d'une autre, d'apprendre, les codes sociaux et donc du coup de côtoyer, des gens dans leur diversité pour savoir comment mm, faire, voilà, et accueillir qu'en fait on a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais toujours avec cette même ouverture d'esprit de ne pas se dire: «Il y en a un qui est mieux ou plus que l'autre». On est différents et mm, on a plein de choses à s'apporter. mm, Néanmoins, quand l'expérience à l'école a généré du harcèlement, qui peut venir, des élèves ou parfois, sans que la maîtresse ou l'enseignant s'en rende compte, même de la part de l'enseignant lui-même, mm, ou du décrochage scolaire. C'est-à-dire que, l'enfant a plus envie. Il a la mm. boule au ventre le matin, il vomit tout le temps, ça génère de la phobie, il veut plus aller à l'école. Dans un cas comme ça, pendant un temps donné, ce genre d'établissement, où il en existe d'autres, hein, publics, où il y a juste une classe, qui est dédiée à ces élèves-là, ça peut être salvateur. Le temps que, il y a aussi des écoles Montessori, par exemple, auxquelles je pense. Le temps, en fait, que l'enfant, évolue en termes d'âge, de maturation et reconstruit son estime et sa confiance en lui. Si on perd pas de vue en parallèle que, l'apprentissage des codes sociaux tacites et donc ça reste important de côtoyer, d'autres enfants, qui seraient différents, est là, à mon sens, ça pose pas forcément de problème, tu vois? Donc ma réponse, elle est un peu plurielle par rapport à ta question. Ouais, je comprends. Mais non, mais je te rejoins sur le côté, c'est important de pouvoir côtoyer des personnes différentes Mmh. et en même temps, dans la mesure où parfois ça vient, vraiment, poser des problématiques plus sévères du type harcèlement, Mmh. bah, c'est là que tu te dis: «Bon, c'est pas évident de jauger», mais enfin moi j'ai subi du harcèlement quand j'étais petite, Mmh. mais 6 à je sais pas, 6 à 12 ans, 6 à 13 ans peut-être, Ouais. hem, surtout, vers l'âge de 6 ans. Mmh. Heu et heu et c'est horrible, en fait. Tu veux pas aller à l'école, tu as mal au ventre, et c'était même pas forcément du harcèlement c'était même pas, enfin, il y avait pas de violence physique, mais c'était de la Mmh. violence psychologique. Psychologique, ouais, ouais. C'est hyper dur parce que, le moindre regard te fait peur après et
ça a des conséquences en fait énormes après sur ta confiance en toi, sur Ouais. ton rapport aux autres, sur ton sentiment de légitimité à t'exprimer avec les autres, etc. Ouais. Et encore aujourd'hui, quand je dois prendre la parole, bon, c'est assez paradoxal parce que j'arrive à faire des podcasts sans Mmh. avoir de soucis, mais quand je Ouais. dois, tu sais, quand je dois prendre la parole sur quelque chose que je maîtrise pas parfaitement, Mmh. devant des gens, notamment en visio, parce que tu vois pas forcément tout le monde quand tu parles, Ouais. c'est genre, j'en viens à perdre mes mots et à me dire: «Mais putain, je Ouais, les ai ouais. dans ma tête, j'ai mes formulations parfaites» et quand ça veut sortir, tu es un peu en mode, et Ouais. ce truc-là, je sais que Mmh. ça vient d'aussi de toute cette période-là et je me dis: «Si j'avais été dans une école différente, est-ce que Mmh. ça m'aurait aidée?» Je sais pas. Mmh. Parce qu'en même temps, d'un autre côté, ça te renforce aussi parce que enfin, je dirais pas dire que le harcèlement, ça te renforce, mais ça te bah, c'est des expériences qui font que tu passes au-dessus en travaillant sur toi et cetera, mais C'est ça. ouais. En fait, c'est ça, c'est que si tu veux, donc il y a beaucoup, hein, beaucoup de hauts potentiels ou d'hypersensibles ou d'Asperger qui s'ignorent, qui ont vécu, du Mmh. harcèlement, notamment de type, psychologique, à l'école et en fait, c'est ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Ce genre de psychotraumatisme est vécu extrêmement intensément, pour un profil atypique. Il en garde plus la mémoire émotionnelle, donc il peut faire plus de cauchemars et il a plus aussi d'hypervigilance par la suite, tu vois? Et Mmh. derrière, la conclusion qu'il en retire, c'est, exactement ce que tu décris, c'est-à-dire le besoin d'être plus dans la maîtrise. Heu et puis c'est le rapport au regard extérieur qui est tronqué et la gestion du conflit elle-même. C'est-à-dire Mmh. qu'à la fin, ce qu'on retient de ce genre de choses, hein, ce qui est quelque chose que j'ai connu moi aussi, hein, et que mes enfants ont pu connaître d'ailleurs. Ce que je retiens moi, c'est, u ce que j'ai pu retenir parce que je l'ai travaillé aujourd'hui, c'est une appréhension de: «Attention, le monde est dangereux». Et c'est ça Ouais, qu'il c'est faut ça. travailler, tu Mmh. vois? Donc Mmh. en fait, ça nous pousse, si on veut en sortir, si on veut cicatriser, ça nous pousse à travailler ce biais-là qui est faux, qui est: «Le monde est dangereux». Mais quand on est neuroatypique, on a aussi plus, de capacité d'introspection et donc en fait, si on veut en sortir, on a plus de capacité à aller faire un travail, en thérapie et à guérir de ce genre de choses. Et là, oui, du coup, on peut dire exactement ce que tu as verbalisé très bien, qui est, eh ben, ça nous rend plus forts, si tu veux. Mmh. Voilà. Bah, ouais, bah, hyper d'accord avec toi et j'en viens sur un autre sujet, dont on a un petit peu parlé. Mmh. Dans ton livre, tu parles, de l'autisme et Oui. plus précisément du syndrome d'Asperger. Alors, à ce stade de l'épisode, je vais faire un disclaimer. Mmh. Heu, le terme Asperger est très décrié depuis quelque temps, Mmh. enfin même plus de voilà, enfin depuis quelques années, en raison de la personne à qui on doit ce nom, Mmh. puisque le terme d'Asperger vient de Hans Asperger, psychiatre autrichien qui a vécu, durant l'Allemagne nazie Mmh. et qui est aujourd'hui, accusé d'avoir fait le «tri» entre guillemets entre les autistes considérés comme récupérables du Mmh. fait de leur QI élevé et les autres qui étaient, bons pour la déportation. Mmh. Donc, autant dire que je sais, pour en avoir, parlé avec, une personne, j'en ai parlé avec une personne, qui est autiste, et quand je lui avais parlé du mot, syndrome d'Asperger, elle m'avait dit: «Ouh là là, ce mot, à bannir, ne parle pas de ce mot, dans ton épisode parce que, il faut pas en parler». Enfin, voilà. Mmh. Et Ouais. du coup, moi, je savais pas, tu vois? Du coup, j'ai tapé, je me suis renseignée, tu vois? J'ai fait: «Ah oui, bah, enfin, en effet». Donc, d'ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, je suis même pas sûre qu'on utilise encore ce terme-là. Je Mmh. sais pas, on le voit encore beaucoup, donc je pense qu'il est encore, largement utilisé. Mais Mmh. bon, pour des raisons pratiques et pour des raisons, de toucher les gens plus facilement parce que c'est un mot que les gens connaissent, tu as décidé d'utiliser ce terme pour ton Oui. livre. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer, quelles sont les particularités de ce syndrome, si on peut Ouais. dire syndrome, Oui. et les caractéristiques un peu des personnes, qui sont concernées? Oui, donc en fait, effectivement, aujourd'hui, on n'utilise plus, officiellement ce terme. C'est-à-dire que dans le DSM-5, aujourd'hui, la terminologie, consacrée, c'est, trouble, du spectre autistique, donc le sigle TSA. Voilà.
En fait, pour simplifier, les TSA impliquent une difficulté persistante en matière de communication verbale et ou non verbale, qui se retrouve dans tous les contextes de vie et ce, depuis l'enfance. C'est ça la définition officielle. Donc en gros, pour simplifier, ça suppose qu'au quotidien, et en permanence, dans tes interactions avec les autres, il y a des malentendus. Donc, Mmh. c'est-à-dire, tu peux avoir, un autiste a du mal à comprendre l'état émotionnel d'autrui à un instant T et donc de s'adapter et de réagir en conséquence. Parfois, il y a on appelle ça de la congruence. Il y a un manque de congruence entre ton comportement verbal, ce que tu vas dire et ton comportement corporel. Des absences d'expression du visage, une difficulté à regarder dans les yeux. Tu peux avoir des stéréotypies, par exemple, tu sais, avoir, besoin de bouger les mains, en permanence, ou taper des mains ou basculer ta jambe. Tu peux aussi avoir des tocs ou des routines, avoir beaucoup de mal à gérer le changement, ce qui génère, une angoisse pour toi. Voilà, en gros, tu as ces éléments OK. principaux et aussi cette hypersensorialité qui est la même, que chez l'hypersensible. Voilà, donc ça, ce sont les éléments principaux, si tu veux. Pour autant, ce sigle, de TSA rassemble des expériences de vie et des fonctionnements, très, très différents au niveau mental. Parce que c'est pas du tout la même chose si on est un autiste avec une déficience mentale, qui est ce qu'on imagine, le plus facilement, si tu veux, ou si on est un autiste de haut niveau, qui est quelqu'un qui a, en général, un retard de langage jusqu'à 5-6 ans avant que l'ensemble se régule et qui, en parallèle, a par contre des compétences en perception visio-spatiale qui sont vraiment hors normes, ou si on a, ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger, qui est quelqu'un qui, très, très jeune, a des compétences en compréhension verbale, qui sont étonnantes. C'est souvent quelqu'un qui parle un peu comme un dictionnaire, avec une voix un peu monocorde, Mmh. si tu veux. Voilà. Le problème, c'est que donc pour réexpliquer pourquoi moi j'ai choisi d'utiliser le syndrome d'Asperger, c'est que c'est cette notion-là, avec cette capacité à être très, très attentif, au langage, à comment tu l'utilises, avec, être un peu un ton un peu hautain, un peu spécieux si tu veux, qu'on peut retrouver chez des profils au potentiel, notamment à dominante, méthodique et qui peut poser la question de: «Est-ce que mais il est l'un, il est l'autre, il est un mélange des 2». Et moi, comme Mmh. je connais bien, mes lecteurs et mes lectrices aujourd'hui, je sais qu'au milieu de la nuit, ils sont en train de lire mon livre, ils tombent sur ce sujet-là et comme moi je décris vraiment dans le quotidien ce que ça veut dire, ils se disent: «Oh là là, mais en fait, si ça se trouve, je suis aussi concernée par ça». Ils vont tout de suite aller chercher sur la toile ou le lendemain un livre qui va leur parler de ça. Or, Mmh. aujourd'hui, c'est à travers le thème de syndrome d'Asperger qu'ils vont trouver le plus d'informations qui peuvent, les interpeller et leur faire se poser la question de: «Est-ce que je suis l'un ou l'autre ou un mélange des 2 ou un très haut potentiel?» parce qu'on retrouve aussi, des traits autistiques chez le très haut potentiel. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, moi, j'ai fait le choix de garder cette notion-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu principal reste encore de s'assurer que tout le monde connaît bien l'ensemble, des fonctionnements autistiques et une fois qu'on sera arrivé à ce stade-là de compréhension, généralisée, alors ce serait vraiment opportun de changer, les noms. Mais si on change en permanence les noms et qu'on lance une guerre sur ce sujet-là, on facilite pas une meilleure compréhension des choses. En tout cas, c'est mon Mmh. point de vue à moi, si tu veux. Ouais, je comprends et c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent enfin moi j'avais dans l'imaginaire que j'avais du terme syndrome d'Asperger, je pensais que c'était forcément, des gens, très, très, très intelligents et ça me fait penser au film, Rain Man Oui, avec, comment ça s'appelle? Tom Cruise et oui, Dustin Hoffman. mmh, Excellent ce film au passage, ouais, forcément, si vous ne le connaissez pas, regardez ce film mmh, dans lequel Tom Cruise, son frère Dustin Hoffman est atteint d'autisme, mais version, très, très intelligente et ça donne lieu à des situations un peu cocasses, oui, parce qu'en fait, Dustin Hoffman, autiste, ne comprend pas des blagues de base ouais, c'est que ça. son frère lui fait et qu'en fait il de l'humour normal, enfin il le comprend pas, il se retrouve à 3 heures du matin,
donc Tom Cruise réveillé par son frère qui est en train de lire l'annuaire et d'apprendre les numéros. Enfin, il y a Ouais, des situations comme ça un peu cocasses. Et du coup, c'est vrai que moi, quand on me parle syndrome d'Asperger, je pense automatiquement à l'aspect hyper intelligence. Alors que comme tu le dis très bien, il y a différentes nuances en fait à l'intérieur. Et c'est c'est là ça. qu'on se dit, punaise, mais en fait, tous ces sujets-là, hypersensibles, au potentiel, etc., tu peux tellement avoir des imbrications les uns entre les autres que ça devient difficile de se mettre dans une étiquette, entre Oui, guillemets, de se mettre dans une case, parce que parfois, en fait, tu as juste des spécificités un peu de l'un, un peu de l'autre, et c'est juste apprendre à composer avec ce résultat-là qui compte finalement. oui, c'est ça. Ouais. En fait, si tu veux, alors c'est vraiment, c'est ma théorie à moi, hein, c'est qu'on est avec, cette anatomie cérébrale particulière. Et après, en fonction de, ton tempérament de naissance, c'est-à-dire, si tu es né plutôt, aventurier, un peu audacieux, extraverti, ou si tu es plutôt prudent, et assez timide, et à vouloir, préserver ta vulnérabilité, les choses enfin, vont pas tu vas pas explorer, ta neuroparticularité de la même manière. En fonction de ce que tu vas vivre, aussi avec tes parents ou ta fratrie, ce que tu vas vivre à l'école, qui vont constituer un socle d'expériences avec lesquelles tu vas te développer, tu vas plus ou moins être tenté, si tu veux, d'explorer plutôt un domaine qu'un autre. Mais à la fin, du coup, et ben, tu peux avoir été, amené à explorer plutôt, de l'hypersensibilité ou plutôt du haut potentiel si tant est que tu aies, ben, cette particularité neurogénétique au départ, ou explorer, avoir vécu un stress post-traumatique et du coup, développer, des traits autistiques qui relèvent, si tu veux, d'un besoin de routine, d'hyper-maîtrise des choses, qui vont t'apaiser. Mais effectivement, tu peux avoir un syndrome d'Asperger sans avoir un QI élevé. Donc c'est là la particularité et dans ce film, que tu présentes, qui est vraiment un très, très beau film, la difficulté, si tu veux, c'est que ce qui est présenté, c'est surtout, le syndrome du savant. Or, tu peux être autiste sans avoir ça. Heu, donc après il y a plein de séries aujourd'hui qui te présentent des particularités, relevant de l'autisme, tu vois? Tu peux avoir, Atypical ou, Good Doctor et à chaque fois tu peux en prendre et en laisser si tu veux. C'est une façon particulière, d'être au monde, mais qui essaye de présenter, des traits autistiques, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire au quotidien. Mais ce que tu dis est vrai, une des particularités, notamment du syndrome d'Asperger, est en lien avec cette compréhension littérale des choses. Tu vois? C'est-à-dire tu comprends pas forcément les jeux de mots, tu vois? Toi, tu prends Mmh. les choses, vraiment à la lettre. Tu interprètes pas forcément, les traits du visage, de l'autre personne et d'ailleurs, en général, tu regardes pas dans les yeux, mais plutôt quand tu es Asperger, le bas du visage, parce que, alors soit c'est parce que tu es pas capable de le faire, soit c'est parce que tu t'es rendu compte en grandissant, que, autant à travers les yeux, il pouvait se passer des choses désagréables, autant avec le bas du visage, la personne ne pouvait pas mentir. Donc tu te concentres plus Mmh. sur le bas du visage, tu vois? Oui, Mmh. oui, je vois. Hyper intéressant. Euh, Alors, bon, là, on a parlé du coup autisme Asperger. En fait, je pense que cette partie de l'épisode, je pense que ça sera en deux parties. Ouais. Cette partie, c'est vraiment les définitions, les différences, etc. Et après, on verra vers où on va. Mmh. Mais du coup, je passe au stade TDAH. Du coup, bah, Oui. qu'est-ce que c'est quel lien tu fais avec les autres manières d'être, Mmh. de penser hypersensibilité au potentiel, etc. Oui, donc en fait, le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un sujet qui est aussi de mieux en mieux expliqué aujourd'hui. On peut retrouver des livres, il y a des personnes qui interviennent beaucoup, sur ce thème très particulier. Pour faire simple, les personnes qui ont un TDAH démontrent de meilleures capacités d'implication et de concentration que la majorité des gens quand le sujet d'exploration les intéresse, quand ça génère du Hmm. plaisir chez eux. À l'inverse, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup plus de mal que les autres à se concentrer et aller au bout d'une tâche si le sujet ne les intéresse pas. En gros, si je simplifie, c'est ça, un TDAH. Ce sont quand ces personnes-là présentent aussi le volet hyperactivité, ce sont des personnes qui n'ont pas le bouton «ce n'est pas une bonne idée».
C'est-à-dire que ce sont des personnes qui fourmillent d'idées, elles ont 1000 projets à la minute et elles passent plus facilement à l'action que quelqu'un d'autre. Donc elles sont capables de D'accord. soulever des montagnes pour y arriver, tant que ça fait sens pour elles. Par contre, le jour où ça fait plus sens, elles ont moins de soucis que les autres à changer de projet ou changer d'orientation. Donc on peut avoir le sentiment que ce sont des gens, volatiles alors que pas forcément. En réalité, là où ça devient, encore plus particulier, si tu veux, c'est quand on est à la fois au potentiel et en parallèle, avec un TDAH. Parce que les 2 aspects, passent plus facilement inaperçus l'un et l'autre car ils se compensent mutuellement. Mmh. Et dans ces cas-là, on parle de profils doublement exceptionnels. La personne qui parle le mieux de ça, à mon sens, c'est, la canadienne, neuropsychologue, Marianne Bélanger, qui a fait beaucoup de publications, sur ce sujet, de la double exceptionnalité, si tu veux. Et moi, les investigations que je peux mener en croisant des données, proposées par, tout un tas d'experts ou en allant explorer de la sociologie ou d'autres sujets, si tu veux, j'ai le sentiment que quand on a un haut potentiel mélangé à un TDAH, si on a la partie TDA, donc les problèmes de concentration, on peut, développer, ce sentiment de procrastiner qui est extrêmement intense, avec le sentiment parfois d'être paresseux, notamment en fonction de ce que peut nous renvoyer nos parents ou, les enseignants, si tu veux. Alors qu'en réalité, c'est Mmh. pas vraiment ça, la problématique. Mmh. À l'inverse, quand on a le volet hyperactif, on peut donner l'impression qu'on papillonne. Tu vois? C'est-à-dire qu'on Mmh. on va aller explorer un sujet et on va le faire intensément et quand on aura eu le sentiment d'avoir extrait, la substantifique moelle du sujet, en fait, on va passer à autre chose et parce que devenir expert du sujet, à l'inverse, d'un autiste et notamment d'un syndrome d'Asperger qui lui va adorer ça, quand on a un TDAH, ça nous intéresse pas vraiment. On a le sentiment que en fait, le monde regorge de tellement de choses incroyables qu'il faut vite, vite passer à autre chose. Voilà. Et dans ces cas-là, avec le haut potentiel en parallèle, on va avoir une capacité à mettre en lien les différents sujets qu'on aura explorés, qui fait qu'on fait des passerelles qui donnent une vue d'ensemble qui peut être très, très pertinente, si tu veux. Voilà. Mmh. Et Et je me demande, oui. ouais, je me demande juste, tu vois, par rapport au TDAH, Mmh. s'il y a pas, de nombreuses personnes qui sont, genre, des entrepreneurs, tu vois, à créer des boîtes, Ouais. ça marche pas et puis ils en font une autre et puis machin. Tu vois? Je pense que là, dans ce domaine-là, enfin dans ce secteur-là, il doit y avoir pas mal de personnes qui sont peut-être concernées par, ces spécificités. Ben en fait, c'est vrai pour les entrepreneurs et c'est vrai aussi pour les sportifs de haut niveau. Tu vois? C'est-à-dire Mmh. qu'à mon sens, ce sont des personnes qui présentent à la fois du haut potentiel et un TDAH et dans ces cas-là, avec, ben, soit un talent sportif, soit tu vois, une capacité d'innovation très particulière et en fait, ils ont réussi à faire de leur particularité un moteur de réalisation et là, ça devient vraiment beau si tu veux. Mmh. Hyper intéressant et est-ce que tu penses que, parce qu'on en parle de plus en plus, est-ce que tu penses qu'il y a une hausse de ces traits distinctifs Mmh. ou est-ce que juste il y a une meilleure détection? Et quand je parle de hausse de ces traits distinctifs, Mmh. pourquoi je me demande ça? C'est parce qu'on est dans une société où on a, évidemment, un accès à l'information qui est, de plus en plus rapide, de plus en plus interconnecté. Est-ce que peut-être que, je sais pas, les nouvelles méthodes de communication, internet, hem, l'accès, simultané à énormément de données, est-ce que peut-être que ça, je sais pas, développe, chez les nouvelles générations, des connexions neuronales qu'il y avait peut-être pas, il y a Mmh. 200 ans ou il y a 100 ans, je sais pas. Ouais. En fait, je pense que c'est un vrai sujet. Ce serait un vrai sujet, qui mériterait de faire de la recherche, tu vois, ce que tu évoques là. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, d'une part, on avance de plus en plus en matière de recherche, pour, mieux appréhender ces différentes neuroatypies. Donc du coup, on les identifie plus facilement, tu vois? Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que comme on arrive à mettre un mot dessus et vraiment là, à mon sens, c'est pas la notion d'étiquette qui est importante, mais si on arrive si on est tous d'accord pour utiliser le même terme, alors c'est plus facile de l'identifier et d'avancer sur la Mmh. compréhension de ce que c'est.
Donc ça, c'est le premier sujet. Mais comme tu le dis aussi, hem, le la une plus grande, un plus grand accès à ce genre d'information, si tant est que ce soit une information qui est vraiment étayée. C'est là qu'est toute la différence Ouais. et moi, ma posture à moi, c'est de faire confiance à ces profils atypiques pour faire appel à leur propre jugement ou leur propre instinct pour voir si ça résonne chez eux ou pas, s'ils trouvent que c'est juste ou pas. Moi, je fais profondément confiance, dans mes lecteurs et mes lectrices pour dire: «OK, ça c'est juste, je suis d'accord» ou «Là, je suis pas d'accord». Bah, du coup, super, ça va me stimuler pour aller explorer des choses et peut-être que du coup, moi, j'aurai aussi ma pierre à l'édifice à apporter, tu vois? Mais, Mmh. ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans une société qui est en pleine transition. Donc on s'autorise aussi plus facilement aujourd'hui à, exprimer une façon d'être différente des autres ou à vivre ses émotions différemment des autres ou à envisager un travail qui va être plus original ou plus atypique sans avoir cette espèce de carcan ou cette évidence, de nos parents, si tu veux, qui était que toute leur vie, ils allaient la passer dans la même entreprise. Dans nos Mmh. générations à nous et plus encore dans les jeunes générations, c'est une évidence qu'ils auront au minimum 2 ou 3 métiers différents dans leur vie. Donc du coup, ils s'assument, atypiques au départ, qu'ils soient neuroatypiques ou non, plus facilement. Ils peuvent aussi, envisager une allure, différente ou même une orientation, sexuelle beaucoup plus ouverte, et ça, ce sont des choses qu'on repère dans notre société, en transition actuelle plus facilement. Donc j'aurais envie de dire que c'est un mélange de tout ça qui fait que, on en voit plus autour de nous aussi. Mmh. OK. Ben, tu as répondu à ma question, donc très intéressant. Et du coup, comment on fait, alors pour, détecter ces particularités? On a un petit peu parlé du test de Weiss pour, Ouais, le haut potentiel. Quelles s est-ce enfin, parce que peut-être que chez les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles se posent la question, mmh. quelles sont les premières démarches à faire quand on se pose ces questions-là, en fait? Alors moi, je pense que l'idéal de la première démarche, c'est quand on écoute un podcast comme le tien et qu'on se dit: «Ah ouais, Ah! là, ça me parle, quoi». Tu vois? Moi, Merci! ça a commencé comme ça chez moi, tu vois? J'ai avalé, tous les livres qui me tombaient sous la main, j'ai écouté tous les podcasts Mmh. possibles, j'ai assisté à toutes les conférences avant d'arriver à toutes les études qui avaient pu être publiées, sur le sujet. Je pense que ça, c'est intéressant d'aller voir, tiens, ça résonne ou ça résonne pas. Ensuite, Mmh. si tu veux, en fonction du domaine qui nous appelle, si c'est l'hypersensibilité, par exemple, il existe un test qui a été développé par Hélène Aron. Donc c'est intéressant d'aller, faire ce test, donc il y en a qu'on peut trouver, sur internet et puis après, bah, d'aller voir un psychologue, qui est un professionnel du sujet, ça peut valoir le coup. Donc sur le haut potentiel, on en a parlé. Attends, excuse-moi, je vais éternuer. À tes souhaits. Voilà, À pardon. tes souhaits. Merci. Sur le potentiel, on a déjà évoqué le sujet. Après sur la pardon, la partie autiste ou TDAH, là, on parle de diagnostic et actuellement, ils sont répertoriés comme des troubles, donc ils nécessitent une démarche médicale qui va se faire soit généralement auprès d'un médecin, que ça peut être un psychiatre ou un médecin qui a fait des formations sur le sujet et lui-même va parfois se mettre en relation avec d'autres professionnels, notamment orthophonistes, psychomotriciens ou ophtalmologues, par exemple, pour arriver au diagnostic final. Et pourquoi est-ce que la démarche passe par cet ensemble de professionnels qui est très, très réglementé? C'est que derrière, ça peut ouvrir une reconnaissance handicapée avec des aides, notamment Mmh. financières de l'État et donc du coup, le tout est très, très encadré, voilà. Mais ces différents, sujets, j'ai essayé de les expliquer le mieux possible, dans mon livre pour donner des clés, si tu veux, à ceux qui se Mmh. sentiraient, concernés par tout ça. Et alors du coup, maintenant qu'on a posé, toutes les définitions, Mmh. les détections et cetera, comment, Ouais. quand on est une personne hypersensible ou avec un haut potentiel, comment on fait? C'est une grande question, mais Mmh. comment on fait pour bien le vivre? Quelles sont peut-être les, différentes méthodes qu'on peut avoir pour, ne pas être sans cesse pris par les émotions, ne pas sans Ouais. cesse être pris par, les incompréhensions avec les autres et cetera? Mmh. En fait, si tu veux, parmi ces profils-là, déjà, il y a des gens qui vont très, très bien. Tu vois? Ils savent déjà, ils ont appris en grandissant à développer, des stratégies naturelles qui font qu'ils ont pas de problème avec tout ça. Parce qu'en réalité, le problème majeur
avec ces particularités, c'est elles t'amènent, si tu veux, à te comporter parfois au quotidien différemment des autres. Donc en Mmh. réalité, la difficulté, elle est plus en lien avec, le regard extérieur, l'épuisement que tu peux avoir au niveau sensoriel et comment tu t'autorises à l'exprimer, ou ce besoin d'intensité, de stimulation intellectuelle qui va faire que tu vas très vite t'ennuyer, par exemple, dans un travail ou parfois même dans une relation, c'est ça qui va poser problème. Ou alors aussi ton rapport à la gestion du conflit. Donc au départ, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le plus important, c'est déjà de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire de Mmh. comprendre il y a une neuroatypie, qui est cachée, derrière tout ça, qui est comme, c'est pas un handicap, c'est une particularité qui est invisible, mais qui vient expliquer un grand nombre de tes comportements. Pour autant, ce sont pas des excuses, c'est-à-dire elles viennent pas te définir complètement. Mais par contre, elles ont un impact réel sur ton quotidien, en matière d'épuisement sensoriel et dans ta façon, de rentrer en relation, avec les autres. Donc, ça, c'est à mon sens le 1er volet. Ensuite, le deuxième volet, bah, c'est d'accepter qu'on est concerné par tout ça, parce que parfois, en fait, ton cerveau, et ton ego aussi, ils veulent pas. En fait, ils ont tellement peur de la différence qu'ils vont lutter, donc il va y avoir des mécanismes de déni, de doute, par lesquels je suis passée moi-même, hein, si tu veux, qui m'ont permis d'arriver à écrire des livres sur le sujet, donc c'était une chance à la fin, qui vont faire que tu vas, à un temps donné, douter de tout ça. Et en réalité, une fois que tu dépasses, cette notion de doute, tu peux arriver au stade où tu identifies les bénéfices cachés. C'est-à-dire, oui, il y a des contraintes en lien avec ces particularités, mais il y a aussi des talents qui sont particuliers, qui font pas que tu es mieux que les autres, mais que tu as des dons particuliers. Par exemple, ce détecteur d'incohérence, c'est quand même un truc de fou, quoi, parce que c'est Mmh. presque immédiat. Cet instinct, énorme ou cette créativité que peuvent avoir les hypersensibles, enfin, c'est juste génial. Donc ça, c'est vraiment Mmh. très intéressant. Ces autistes à dominante Asperger, si tu veux, qui, ne mentent jamais, ont une intégrité incroyable, donc vont te dire ce qu'il en est, quelque part, quand tu sais de quoi ça relève et que tu comprends qu'ils cherchent pas à t'agresser, mais qui sont comme ça, c'est hyper rassurant d'entrer en Mmh. interaction avec quelqu'un qui est très intègre et qui te ment jamais, tu vois? Donc c'est vraiment, très chouette, voilà. Donc en gros, Mmh. quand on accepte qu'on fonctionne pas comme tout le monde en matière de relations, humaines, mais aussi de concentration, d'apprentissage et de gestion du temps, bah, j'ai envie de dire que tout va bien. Parce que là, tu te rends compte que tu peux faire ce que tu as envie dans la vie, tu as plus qu'à foncer, quoi. Trop bien. Et alors par contre, là, c'est une question, une Oui. petite réflexion que je me suis faite. Est-ce que les personnes, dites dotées d'une douance particulière, est-ce qu'elles sont plus sujettes à des troubles psy? Par exemple, dépression, addiction, troubles alimentaires et si oui, pourquoi? Mmh. Alors en fait, la réponse c'est non. Elles sont pas plus concernées que les autres, mais par D'accord. contre, la neuroatypie implique plus d'intensité dans ces cas-là. Le problème, si tu veux, c'est qu'il y a un effet de halo, et moi, par exemple, on pourrait me reprocher ça. C'est-à-dire qu'un hypersensible, un ou une, hein, hypersensible au potentiel, qui va bien, bah, en fait, il va bien. Il a pas de soucis particuliers dans sa vie, si tu veux. Donc il vit avec ça, sans que ça lui pose de soucis particuliers. Donc comme il vit bien avec ça, il va pas forcément être, tenté d'aller lire des livres ou écouter des podcasts sur le sujet-là. Donc quand on écrit un livre comme le mien ou quand on propose des podcasts, c'est pour parler à ceux qui sont en difficulté, si tu veux. Voilà, ça ne veut pas Mmh. dire que c'est la totalité des gens, parce que tu as de plus en plus de hauts potentiels qui vont très bien et qui s'insurgent en disant: «Oh là là, mais vous êtes en train de donner une mauvaise image de nous». En fait, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de parler à ceux qui vont mal. Donc Mmh. quand on est, une de ces neuroatypies, ce qui est sûr, c'est qu'on vit les choses avec plus d'intensité. Si on revient par exemple, aux addictions, aux troubles alimentaires, en général, chez un profil haut potentiel qui est dans l'hyper-maîtrise permanente, ou chez un syndrome d'Asperger d'ailleurs, hein, qui va être tout le temps dans l'hyper-maîtrise de tout.
En fait, on a constaté que, ils pouvaient avoir une tendance aux addictions ou à des troubles alimentaires parce qu'en fait, chez eux, c'est un moyen de lâcher prise, Mmh. de s'offrir une pause. Tu vois? Ils sont tellement, fatigués d'être dans la maîtrise sur tout, que c'est le seul endroit où ils s'autorisent, si tu veux, à être entre guillemets, «un mauvais garçon ou une mauvaise fille». Mais des études ont aussi démontré que chez ces profils-là, la neuroatypie, était aussi protectrice. Dans le sens où, ces profils-là se voient en train de faire et donc ils ont plus de capacité à pas aller au bout du truc, à tomber complètement dans l'addiction ou Mmh. le trouble alimentaire sans pouvoir en revenir. Ils vont avoir plus de capacité à s'en sortir, donc soit seuls, soit accompagnés, en thérapie et en ce sens-là, c'est intéressant si tu veux. Après, Mmh. tu as quand même certains profils qui peuvent présenter à la fois une neuroatypie et un trouble anxieux ou une névrose. Mmh. Et dans ces cas-là, ce qui me semble intéressant, moi, c'est d'aller explorer s'il n'y a pas eu au départ un ou plusieurs psychotraumatismes dans l'enfance, des événements vraiment dramatiques, si tu veux, qui ont généré un stress post-traumatique. Parce que si, le professionnel qui va accompagner ces profils-là met, en regard, la neuroatypie, les comportements et le stress post-traumatique et donne des clés pour outiller, ces profils-là, alors dans certains cas, les comportements peuvent évoluer. Dans ces cas-là, se pose vraiment la question de savoir si ça relevait, d'une névrose ou si c'était pas le stress post-traumatique qui était en jeu. Si le mal-être est durable, s'il perdure, alors là, à mon sens, hein, et c'est très personnel ce que je vous dis, on rentre, dans ce qui relève des critères du DSM-5, à savoir, un mal-être durable. Et si, ce mal-être durable est en lien avec un certain nombre des facteurs, qui sont identifiés dans le trouble mental en question, bipolarité, borderline, trouble anxieux ou autre, alors on peut envisager que les 2 cohabitent en parallèle. Mais dans ces Mmh. cas-là, la prise en charge thérapeutique ne marchera que si, le professionnel est formé, à la neuroatypie pour, accompagner de façon efficace ces profils-là. Autrement, en fait, les choses vont se compensent si tu veux et du coup on peut se tromper de diagnostic et là, du coup, c'est pas pertinent si tu veux. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Mmh Enfin, mh. je bois tes paroles. Enfin, c'est vraiment Merci. hyper intéressant. Non, mais j'apprends trop plein de choses. Enfin, c'est génial Mmh. et du coup, je pense que, ouais, on a fait le tour un petit peu de tous ces sujets-là d'autisme, de Mmh. questions de TDAH, d'hypersensibilité et cetera. Moi, j'ai une question, c'est, parce que tu en as parlé un petit peu, la question de la relation à l'autre Oui. et plus précisément de la relation amoureuse. Mmh. Ça m'interroge, en fait, comment se passent généralement les relations amoureuses dans lesquelles une des personnes ou les 2 personnes sont concernées par la haute potentialité ou l'hypersensibilité? Et oui, je sais, c'est un peu sadique, mais c'est déjà la fin de la deuxième partie de la série en 3 épisodes avec Sandrine Rouget. Je sais que j'ai coupé à un moment qui donne envie d'écouter la suite, mais que voulez-vous, c'est pour vous tenir en haleine jusqu'au bout. Donc dans le prochain épisode, et le dernier épisode surtout de cette série, nous allons aller un peu plus loin sur le sujet de l'hypersensibilité et des cas de haut potentiel en parlant d'amour. Qui dit amour dit relation amoureuse, dit sexualité, dit rapport à l'autre, dit communication, etc., etc. Autant vous dire que c'est la partie la plus intéressante, je crois. Donc, eh bien, je vous laisse écouter la suite.